Je vais me présenter rapidement, donc je suis, effectivement vétérinaire équin et je suis responsable du réseau, Cap Douleur Équin, que je vais vous présenter rapidement et je fais partie aussi du conseil d'administration de l'AVEF, donc l'association des vétérinaires équins français et donc j'ai une petite, appétence particulière pour le sujet de la douleur parce que j'ai malheureusement, eu un grave accident moi-même et donc j'ai passé quelques mois, voire années à l'hôpital, donc je connais bien ce sujet. Donc rapidement, Cap Douleur Équin, c'est un réseau qui a été développé, pour, les vétérinaires, mais dans l'objectif d'accompagner au mieux les propriétaires et de leur apporter des connaissances en matière de reconnaissance, d'évaluation et de prise en charge de la douleur et la partie équine, elle a été développée vraiment en partenariat, justement avec l'AVEF. Donc on met à disposition des vétérinaires une plateforme digitale et on est aussi un organisme de formation. Donc vraiment l'objectif, c'est de permettre d'améliorer la prise en charge de l'animal douloureux et donc, juste pour expliquer, le CAP de Cap Douleur, c'est l'acronyme de Change Animal Pain. Donc, vraiment notre objectif, c'est de changer notre regard un petit peu à tous sur la douleur et permettre d'être, au top de ce qui se fait actuellement. Donc peut-être que votre vétérinaire d'ailleurs est membre du réseau, donc n'hésitez pas à lui demander. On va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai prévu un petit peu beaucoup trop de diapos, donc j'espère que vous allez suivre jusqu'au bout. Donc en premier lieu, on va parler un petit peu assez rapidement des paramètres physiologiques et comportementaux du cheval qui va bien. Et puis ensuite, on parlera de douleur, qu'est-ce que c'est, comment on peut la reconnaître chez les chevaux, on parlera un petit peu des ânes. Et puis dans un contexte d'urgence, que faire en attendant le vétérinaire? Donc coliques, fourbures, les problèmes ophtalmo et les plaies si on a le temps. Donc la première chose, la douleur, c'est une préoccupation majeure en médecine vétérinaire et puis pour vous aussi, j'imagine. Au-delà de l'impact que ça a sur le bien-être, la douleur a vraiment des effets très importants sur l'organisme à long terme si elle n'est pas prise en charge et ça, c'est quelque chose qui se produit assez vite. Ça peut conduire à une altération, des paramètres physiologiques, changer la fréquence cardiaque sur le long terme, altérer l'immunité avec une vraie immunosuppression et puis ça peut aussi altérer l'état émotionnel avec des chevaux qui vont plus se reposer ou devenir agressifs, donc c'est quelque chose de vraiment très important à gérer. Je vous apprends rien, le cheval c'est une proie et il a appris à masquer sa douleur pour paraître moins vulnérable. Et tout son fonctionnement, il est basé sur le fameux fight or flight, c'est-à-dire soit je prends la fuite, soit je me bats. Et l'âne, c'est un peu différent, c'est quand même une proie, mais il a tendance à beaucoup plus réagir face au danger, soit par l'immobilité, soit par le fight, ce qui peut donner l'impression qu'ils sont agressifs et c'est pas forcément le cas. Donc le défi pour nous en tant que vétérinaires, c'est d'être capable de détecter les manifestations qui sont en lien avec la douleur sur des sujets qui sont non verbaux, peut-être peu expressifs, même si je trouve que c'est pas toujours vrai, et dont le comportement change en notre présence. Et le défi pour vous, propriétaires, c'est d'être capable de reconnaître que votre animal est douloureux, parce que si vous le faites pas et que vous nous appelez pas, on peut pas venir et intervenir. Et donc d'être capable de différencier ce qui est normal de ce qui ne l'est pas et de réagir en conséquence. On n'a pas que des inconvénients, hein. L'avantage, c'est que les chevaux ne simulent pas. Ça veut dire que, si on prend en charge la douleur, à part quelques exceptions, le comportement indésirable qui est associé va disparaître aussi. L'inconvénient, c'est que c'est nous qui sommes les traducteurs des émotions des chevaux. Ça veut dire que notre interprétation est liée à notre sensibilité et donc ça rajoute de la subjectivité à cette émotion qu'est la douleur et les études ont prouvé qu'aussi en fonction de notre sexe, donc entre hommes et femmes, on n'a pas la même interprétation du niveau de douleur de l'autre et de l'animal. Les paramètres d'un cheval qui va bien. Donc rapidement, un cheval qui va bien, il a des muqueuses roses, rose pâle, humides, un temps de recoloration capillaire inférieur à 2 secondes, c'est-à-dire que si vous appuyez sur la gencive au niveau de la dent, ça se décolore et quasiment instantanément, si vous lâchez, ça se recolore. Donc ça, c'est quand tout va bien. La fréquence cardiaque, elle est entre 25 et 45 battements par minute. La fréquence respiratoire entre 10 et 20 mouvements par minute. La température entre 36,5 et 38,5. Un cheval qui va bien, il n'a pas de raison d'avoir un pouls digité. Il a des bruits digestifs dans tout l'abdomen et il a les pieds tièdes, frais et surtout tous à la même température. Donc vous voyez, il y a des plages de variation. Ce qui est intéressant, c'est quand votre cheval va bien, de peut-être s'amuser à prendre ses paramètres à lui parce que chaque individu a un petit peu sa norme et comme ça, le jour où il va moins bien, vous pouvez comparer avec ce que vous connaissez de lui. Comme on le disait, hein, les chevaux, c'est des herbivores et des prédateurs. Leur défense contre les prédateurs, c'est la fuite et pour survivre, ils masquent leur douleur. Le problème, c'est qu'ils ont tendance à le faire dès qu'il y a un observateur extérieur. Donc nous, vétérinaires, quand on arrive, très souvent, les chevaux vont masquer jusqu'à 75 de leurs signes de douleur. Donc c'est là où vous, propriétaire, vous êtes, vraiment le pilier parce que vous passez plus de temps avec eux et vous pourrez nous décrire ce que vous voyez. Il faut bien avoir conscience que les modes de vie qu'on propose actuellement aux chevaux ont changé quand même beaucoup de choses, les alimentations fractionnées, le confinement et donc on a moins l'ensemble du spectre peut-être du comportement normal du cheval et ça peut, modifier aussi, ce qu'on observe au quotidien. Donc le comportement du cheval, il peut avoir plusieurs significations et c'est toute l'importance, du contexte.
Normal ou anormal, eh ben, ça dépend vraiment du contexte. Par exemple, 3 petits exemples, le flehmen, si vous avez un étalon au milieu d'un parc de juments, tout va bien, c'est normal. Si vous avez un cheval un petit peu perdu tout seul au milieu de son paddock qui commence à faire le flehmen, ça peut être suspicieux. Le fait de se rouler, bah, c'est pareil, ça peut être tout à fait normal dans un cadre de détente ou de plaisir. Pareil, si le cheval commence à faire ça, sans raison particulière et associé à d'autres comportements, parce que c'est rarement isolé, hein, les comportements de douleur, ils sont plusieurs, ça peut poser question. Le fait de se coucher, alors ça, c'est important parce que les chevaux peuvent avoir des moments de repos, il y a pas de problème, ça, c'est normal. Mais, si le repos devient vraiment beaucoup trop long, ça peut être un problème. Donc là, c'est pareil, si vous connaissez bien votre cheval, vous êtes capable de savoir si en temps normal, il se couche bien moins longtemps. Et alors, trop de repos, c'est un problème, mais plus du tout de repos, c'est aussi un problème. Donc des chevaux qui ont des grosses douleurs, par exemple, liées à l'arthrose, quand ils ont compris que se relever, c'était très compliqué ou très douloureux, ils vont plus le faire. Donc ça, à vraiment surveiller aussi. Donc la douleur, on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est et comment on la reconnaît? Donc la définition de la douleur, elle a été donnée en 79, hein, par, l'International Association for the Study of Pain. Elle n'a pas changé depuis, parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Donc c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. Donc tout ça pour dire que, la douleur, c'est une émotion et qu'il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une lésion pour en ressentir. Et que cette douleur va conduire à des réactions qui vont modifier le comportement de l'individu. Et c'est vraiment ça qui est important, puisque c'est la meilleure façon de détecter, même chez les chevaux, la douleur, c'est l'observation du comportement. Donc, dans le cadre des urgences, on va plutôt être confronté à des douleurs aiguës ou suraiguës. Et ce qui est important à garder en tête, c'est que l'intensité des signes exprimés n'est pas forcément le reflet de la gravité de l'urgence, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que ressent l'animal. Donc s'il a très mal, eh ben, c'est cette douleur qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas pour ça que c'est forcément très grave. La fréquence cardiaque, j'insiste un tout petit peu dessus parce qu'on a tendance à se baser vraiment beaucoup et c'est pas un paramètre qui est très fiable. Il n'est pas spécifique parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent modifier la fréquence cardiaque d'un cheval, le stress, la déshydratation ou la présence d'autres affections cardiaques. Donc la fréquence cardiaque, c'est pas spécifique, mais c'est utile quand même dans le contexte des urgences. Ça, c'est pareil, gardez bien en tête, il n'y a pas d'expression universelle de la douleur. Chacun a sa douleur, chacun a son seuil et son ressenti. Et même au sein de l'espèce et même au sein des races, il y a des différences. Donc on a tendance à dire les pur sangs sont très volubiles, très expressifs. Souvent c'est le cas, mais il y a des pur sangs qui peuvent être très durs au mal et pas montrer grand-chose. À l'inverse, les chevaux de trait, les poneys, sont réputés plus stoïques. C'est vrai la plupart du temps. Pour autant, il y a aussi des individus qui vont être très expressifs. Les ânes, c'est encore autre chose. On a beaucoup pensé qu'ils étaient très peu expressifs et eux, c'est surtout qu'on a vraiment du mal à bien les connaître et à détecter leurs comportements, qui sont différents et plus subtils. Donc là, c'est juste un petit pour vous impliquer un peu. Donc parmi ces 3 photos, pour vous, lequel correspond à un cheval douloureux? Donc je vous laisse quelques secondes. Eh ben, c'est le B. C'est le B, donc c'est pas si simple et je suis bien d'accord que le C, on pourrait se poser la question et donc on va parler après des critères, mais c'était bien le B. Et les autres vont bien. Le premier cheval enfin, c'est le même cheval dans un contexte expérimental, et le C, par exemple, il était plus en position de repos, donc il n'avait pas du tout été soumis à une douleur. Donc comment on peut détecter la douleur? Donc en observant notamment le faciès, donc il y a 2 grands outils, hein, qui sont assez connus, la Horse Grimace Scale et l'Equine Pain Face. Ils observent des critères, assez similaires. La Horse Grimace Scale, c'est 6 critères à observer, donc la position des oreilles, l'ouverture des yeux, la contraction des muscles au-dessus des yeux, la contraction des muscles, masticateurs, est-ce que les lèvres sont pincées et le menton proéminent? Donc en fonction de la douleur, ça va changer un peu le profil, du cheval et puis la contraction des muscles orbitaux. Ça nous donne un score en fait, de 12 parce qu'on attribue, un score de 0 à 2 pour chaque critère. En fonction 0 très peu enfin absent à 2 extrêmement présent. Ce qu'on sait d'après les études, c'est que si le score est supérieur à 4/12, on doit normalement envisager de mettre en place un traitement antalgique. Les études ne sont pas toutes d'accord. Des fois, le seuil il est à 6 et par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que si un des critères, même un seul, est à 2/2, on se met un peu en mode warning. Il faut avoir conscience que la grimace scale, elle est très intéressante, mais elle ne suffit pas à elle seule à 100 C'est un outil parmi tous ceux qu'on a à notre disposition et que c'est parfois difficile sur les chevaux qui ont des robes, foncées, notamment la contraction des masticateurs, ça se voit beaucoup moins bien sur, les chevaux, très sombres. Ça, c'était surtout pour vous montrer quand on parle de ce qu'il faut regarder au niveau de l'œil, ce fameux ça fait un peu comme un petit accent circonflexe, ça donne l'air étonné au cheval et les salières vont se creuser. Donc ça fait partie du critère, dans l'observation de la douleur au niveau du faciès du cheval. Dans le contexte des urgences, pourquoi la grimace faciale, elle est intéressante? Parce que chez les animaux qui sont justement très peu expressifs, voire stoïques,
la grimace faciale, c'est ce qu'ils ont le plus de mal à masquer. C'est un peu comme chez nous, les humains, quand on a vraiment mal, on a un petit rictus au niveau du visage, il est un peu spontané. Donc, sur ces animaux-là, ça va être d'autant plus intéressant. Par contre, c'est parfois bref ou intermittent, vous n'allez pas toujours être là au bon moment, donc ça nécessite de prendre des fois des plages d'observation un peu plus longues. Mais voilà, la grimace faciale sur les animaux-là, ça va vraiment être intéressant. Donc on peut détecter la douleur aussi en regardant le comportement, donc avec des grandes catégories. Donc on regarde la posture, comment le cheval répartit son poids, c'est-à-dire est-ce qu'il est bien réparti sur tous ses membres, est-ce qu'il est en appui que sur 3 membres. Alors pareil, dans le cas d'une posture de repos, ça peut être tout à fait normal, mais ça peut aussi être une douleur sur un membre. Est-ce qu'il a une attitude campée, comment il se déplace, donc le mouvement, ça va être tout le mouvement de tout ce qui se passe au niveau de son corps, hein, de la tête, des oreilles, de la queue, etc. Et puis l'attitude globale, c'est comment il se comporte avec son environnement, avec ses congénères, avec vous, comment il mange, comment il boit, et ce qui fait des vocalisations. Donc ces grands critères, c'est ce qu'on observe quand on essaie de détecter la douleur dans le comportement du cheval. Donc là, le but, c'est pas tous de vous les passer en revue, mais si ça vous intéresse, cette étude, elle est vraiment sympa. C'est Torsivia et son équipe, ils ont fait l'Equine Discomfort Ethogram. C'est un peu le catalogue de tous les comportements d'inconfort du cheval. Il y en a plus de 70. Et parmi ces comportements d'inconfort, il y a des comportements qui sont propres à la douleur et à certaines douleurs. Donc là, je vous ai encadré, par exemple, en bleu, ceux qui sont vraiment plus spécifiques des douleurs orthopédiques, et en rouge, ceux des douleurs viscérales. Donc ça, vous pourrez le retrouver dans le PowerPoint, parce que je ne peux pas passer trop de temps là-dessus. Et donc nous, en tant que véto, c'est un peu un puzzle pour nous, c'est-à-dire qu'on regarde les différents comportements, on fait un peu un système d'entonnoir et on aboutit un petit peu plus à la localisation de la douleur. Donc dans les modifications du comportement, il y a des manifestations générales de douleur, donc l'abattement, la perte d'intérêt pour l'environnement, un cheval qui va moins se déplacer, qui va moins avoir envie d'interagir avec ses congénères, qui va perdre l'appétit. Le port de tête bas, ça c'est assez caractéristique, et c'est l'inverse des chevaux qui sont stressés. L'état de stress va avoir tendance à faire relever un petit peu la tête au cheval, et la douleur va plutôt avoir tendance à l'abaisser en dessous du garrot. Donc des chevaux, comme on disait, qui ne se reposent pas, qui se couchent moins ou qui se couchent plus. L'automutilation, ça faut le savoir, c'est une réponse qui est malheureusement physiologique quand on a une douleur qui est très intense ou qui est chronique mais qui persiste vraiment longtemps dans le temps. L'apparition de contre-performances, de réactivité, d'agressivité. Encore une fois, les modes de vie qu'on propose actuellement au cheval sont parfois tellement éloignés de ce qu'il leur faudrait, avec des chevaux confinés au box ou qui n'ont pas d'interaction avec des congénères ou une alimentation fractionnée. Dans ces cas-là, la frontière entre le mal-être et la douleur est vraiment plus fine et c'est plus compliqué de faire le distinguo. Donc si on parle un petit peu des ânes, pareil, je vais aller vite parce que vous avez une super conf sur les ânes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la nature, les ânes, ils vivent dans des troupeaux de beaucoup plus petite taille, voire des fois, ils sont souvent seuls comparés aux chevaux. Et c'est des animaux extrêmement territoriaux et qui ont tendance à être un peu sur un mode défensif. Et donc, ils vont beaucoup plus facilement enclencher le mode fight que les chevaux ou opter pour l'immobilité. Alors, ça se comprend assez facilement, c'est que si vous êtes tout seul dans la savane face à un prédateur qui court plus vite, finalement, la fuite n'est pas forcément la meilleure option. Donc, il vaut mieux avoir l'air un peu agressif. Alors que les chevaux, quand tu fuis en troupeau et que tu es 50, tu as plus de chances de survivre. Donc qu'est-ce que ça a comme impact? Malheureusement, on a admis bien souvent à tort que les ânes ne ressentaient pas la douleur comme les chevaux, et on a supposé qu'ils avaient une tolérance plus élevée à la douleur, mais en fait, c'est plutôt qu'on a vraiment du mal à interpréter les signes qui accompagnent la douleur chez les ânes. Et donc ça a pu conduire à une utilisation très limitée de traitements antalgiques, hein, donc ça c'est vraiment dommage. Et les études qui se sont penchées là-dessus, il n'y en a aucune qui a pu montrer vraiment les mêmes comportements de douleur que ceux qu'on a chez les chevaux, et aucune n'a pu montrer que les ânes avaient une tolérance à la douleur différente des autres équidés. Donc c'est à nous d'apprendre à finalement les comprendre. Alors ça, c'est pareil, si ça vous intéresse, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à l'évaluation de la douleur chez l'âne, et il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de ce qu'on essaye de faire avec les chevaux, donc des grilles de douleur basées sur l'observation du comportement ou de la phase. Donc il y a notamment la Donkey Grimace Scale, qui est un peu l'équivalent de la Horse Grimace Scale. Donc on arrive aux urgences. Les urgences, la première chose que j'essaye de vraiment vous dire, c'est que certes, c'est quelque chose où il faut intervenir, et donc dans le domaine médical, c'est une situation d'un patient à soigner sans délai. Heureusement, toutes les urgences ne sont pas vitales, et donc on peut quand même hiérarchiser la notion d'urgence, et ça se fait très bien aussi en médecine humaine. Donc là, je vous présente une frise, c'est ma hiérarchie des urgences, ça vous pourrez l'avoir dans le PowerPoint. Dans la catégorie des urgences vitales, il y a vraiment les coliques très violentes où on peut réagir, enfin ça se compte plutôt en heures, ou alors les poulinages qui se passent mal, là on est plutôt sur des minutes. Donc voilà, vital, c'est vraiment quand on n'a pas beaucoup de temps pour réagir, et heureusement, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc si on parle un peu de colique. Colique, on est vraiment dans le sujet parce que la définition de colique, c'est douleur abdominale.
Donc ce que je vous montre là sur les images, c'est que dans l'abdomen d'un cheval, eh ben, il y a énormément de choses et il n'y a pas que des organes digestifs. Donc quand un cheval est en colique, ça ne préjuge pas ni de la gravité, ni de l'origine. Donc ça peut être origine digestive ou tout à fait extra-digestive, donc système urinaire ou même l'appareil reproducteur. Par contre, le point commun, c'est que tout ce qui se produit au niveau de l'abdomen, une fois qu'il y a de la douleur, ça va induire des comportements qui sont quand même assez similaires. Donc ce qu'on va voir. Alors attention le son, là, si vous êtes avec des écouteurs, peut-être baisser le son. Vous montrer quelques exemples de comportements. Voilà. Après, je vous en mets un autre. Alors le dernier cheval, je ne sais pas si vous avez fait attention, donc il se met donc cette fameuse position où il s'étire, ça donne l'impression qu'il veut uriner et juste à la fin, il se met un petit coup dans l'abdomen. Donc voilà, dans les caractéristiques des douleurs viscérales, les choses un peu typiques, un animal qui se regarde les flancs, qui se frappe l'abdomen, qui gratte le sol, qui s'étire, donne l'impression qu'il veut uriner, qui se couche et qui se relève régulièrement, qui se roule. Le piétinement, c'est pas spécifique. Les paramètres physiologiques qui vont être associés, ça peut être une fréquence cardiaque augmentée, fréquence respiratoire augmentée, et une diminution ou une absence de bruit digestif. Donc ces comportements, ça a un intérêt, par exemple, nous, quand on veut évaluer le niveau de douleur, là je vous présente un outil qui est vraiment très simple, et ça vous pourriez vous en servir, c'est une échelle d'évaluation de la douleur abdominale aiguë. Et en fait, il suffit juste de regarder ce qu'on observe sur son cheval, de regarder, le rapporter sur la grille, et le chiffre le plus élevé, enfin le dernier comportement qui correspond au chiffre le plus élevé nous donne le score douleur. Par exemple, si on en a quelques-uns et que le cheval se roule, eh ben on est à 5 sur 5, donc c'est des douleurs, ça correspond à des douleurs sévères. Donc ça, c'est vraiment facile à utiliser sur le terrain et nous, on peut s'en servir aussi en tant que véto. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un cheval en colique et qu'on attend le véto? On met un panier de gin, ça c'est vraiment la première chose, elle est presque peut-être pas la plus importante, mais c'est vraiment fondamental, mais on laisse de l'eau. Alors c'est pas vrai si c'était un bouchon œsophagien, c'est pas une colique, mais voilà, bouchon œsophagien, on enlève aussi l'eau. Mais là, un cheval en colique, on met le panier de gin, l'objectif c'est de l'empêcher de continuer à manger, hein, on ne sait pas ce qu'il a à ce stade. Un panier de gin, c'est comme sur la photo, c'est le panier où on ne peut pas du tout manger. Ce qui s'oppose, il y a d'autres paniers, les Green Guard, où on met ça pour les chevaux en surpoids, et là, ils peuvent encore manger. Le panier de gin, c'est vraiment celui où ils ne peuvent plus du tout manger. Deuxième chose, c'est faire marcher le cheval. Alors quand le véto vous dit de le faire marcher, c'est pas juste pour vous occuper le temps qu'il arrive et vous faire passer le temps, c'est que ça a un vrai intérêt aussi pour stimuler la motricité digestive. Et des fois, ça peut relancer, s'il y avait une petite stase ou un petit iléus, ça peut suffire à relancer le transit. Il pourra aussi des fois vous dire de longer le cheval. C'est pareil, c'est parce que avec les contractions abdominales et puis le mouvement qui va se produire dans l'abdomen, ça peut des fois suffire à évacuer du gaz, et la distension des intestins avec du gaz, c'est une chose extrêmement douloureuse. Donc parfois, ça peut suffire à soulager. Donc faire marcher le cheval, ça oui, sauf si le cheval évidemment se jette par terre et il est extrêmement violent, la sécurité, ça doit primer avant tout. Donc là, vous le mettez dans un endroit où il ne peut pas se blesser, il ne peut pas se coincer. Gestion de la douleur avec les médicaments, je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a un volet législatif qui est hyper strict là-dessus, donc ça vous verrez avec votre vétérinaire traitant, mais il y a des choses évidemment qu'on peut faire en attendant le véto. Chez l'âne, les coliques chez l'âne, c'est un peu différent. C'est souvent bien moins expressif que chez le cheval. Donc ça peut être juste un âne qui est un petit peu morose, un peu abattu, la tête basse, les oreilles en arrière, qui va se coucher, moins manger. Des fois, qui va déplacer son poids un peu comme si l'abdomen était lourd et il essaie d'écarter les postérieurs parce qu'il essaie de se soulager de cette façon. Un âne en colique qui se roule ou qui donne des coups de patte au sol, c'est extrêmement rare. Mais quand ça arrive, ça peut indiquer que c'est quelque chose de grave. Donc il va avoir par contre potentiellement de la sudation, une fréquence cardiaque élevée,
des bruits digestifs diminués, moins de crottins qui sont passés. Donc un âne qui est un peu tristounet par rapport à son habitude, ça doit vous interpeller. Il ne faut quand même pas hésiter à appeler le véto, parce que les ânes, quand ils arrêtent de manger notamment, ils ont un risque, ce qu'on appelle d'hyperlipémie extrêmement important, et donc là, il faut intervenir vraiment vite. Donc voilà, conclusion sur les coliques, la priorité numéro 1, c'est la sécurité. Hein. Si le cheval il est en torsion, en général, il se jette dans le mur, ça sert à rien d'essayer de le marcher, c'est trop dangereux. Le panier de gin, on le marche, et ça, au-delà du bénéfice que ça a sur le transit, ça détourne aussi un peu l'attention du cheval. Il pense un peu à autre chose pendant quelques minutes. Colique, ça ne veut pas forcément dire que c'est grave, donc c'est pas toujours une torsion, et c'est pas toujours digestif, donc autant que faire se peut, on essaye de prendre du recul et de pas complètement paniquer. La fourbure. Alors la fourbure, c'est quelque chose, c'est parmi les choses les plus douloureuses qui peuvent se produire pour le cheval. La définition, c'est une pododermatite aseptique diffuse avec des mécanismes d'apparition qui sont assez complexes. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des fourbures sont d'origine endocrinienne, donc c'est-à-dire soit Cushing, soit syndrome métabolique, et celles induites aux corticos sont rarissimes. Les autres causes mécaniques, donc c'est les fourbures d'appui, ou endotoxémie, donc les juments par exemple avec des rétentions de placenta, ou le poney qui s'échappe dans la grinterie et qui a mangé des kilos et des kilos de sucre et d'amidon, ça c'est pareil, c'est beaucoup plus rare. Donc les symptômes vraiment caractéristiques d'un animal fourbu, je vais aussi vous passer après une vidéo. Donc la démarche, elle est très raide, un peu petit soldat, avec une posture campée. Donc comme ils essayent de soulager un peu quand c'est une fourbure des antérieurs, ils essayent de pas trop mettre de poids devant, ils vont avoir tendance à reporter le poids sur les postérieurs, ou s'il n'y a qu'un seul membre, ils essayent de surcharger un membre et de soulager celui qui est douloureux. Donc ils peuvent aussi présenter du piétinement. Quand ils ont une fourbure aux deux pattes, ils ne savent plus trop bien sur quel pied danser, donc ils piétinent. Et quand on les fait marcher en main, s'ils arrivent encore à marcher, ils ont des vraies difficultés à tourner sur un cercle serré. Et c'est souvent des chevaux qui vont passer beaucoup plus de temps couchés. En paramètres physiologiques, vous allez avoir des pieds chauds, alors un ou deux, selon si c'est les deux côtés qui sont atteints. Un pouls digité vraiment frappé, donc le pouls qu'on prend au niveau du membre, là, il est vraiment très frappé dans votre main, vous allez sentir presque la fréquence cardiaque dans le pied du cheval, quoi. Après, les autres paramètres physiologiques sont pas spécifiques. Enfin, on peut avoir aussi un pied chaud et du pouls digité et une douleur assez intense dans le cas d'abcès de pied. Donc, il faut aussi faire la différence avec ça. Les chevaux qui ont de la fourbure, même si c'est pas infectieux, peuvent avoir de la fièvre. C'est rare, mais c'est possible, donc il faut juste l'avoir dans un coin de la tête. Alors là, c'était pour vous passer la petite vidéo d'un cheval fourbu. Alors, il bouge pas beaucoup, mais que vous vous mettiez dans l'œil, il a une grimace faciale qui est vraiment intéressante, donc avec une douleur vraiment intense. On va le refaire bouger dans l'autre sens, sinon qu'il se remette dans son coin. Eh bien, Loulou, merci. Et ça, c'est pour mieux voir sa tête. Alors, un peu au début. Voilà. Vraiment, voilà. La grimace faciale, c'est ce que je voulais que vous regardiez bien sur ce cheval surtout. Hop. Donc là, par exemple, sur ce cheval, on peut détecter la douleur en regardant son comportement dans la catégorie de la posture, ce qu'on a vu au tout début. Donc c'est un cheval qui change d'appui. On voit, il essaye un peu de piétiner, de reporter son poids sur les postérieurs. Quand on essaie de le faire reculer, c'est vraiment très compliqué pour lui. Il n'a pas très envie de se déplacer. Alors là, ça se passe sur la vidéo, mais c'est lui en photo. Il passait énormément de temps couché. Donc il était abattu. Et il était tourné dos dans son box. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, il ne se retournait même pas pour le regarder. Et ça, c'est souvent un signe, quand la douleur est vraiment intense, les chevaux ne sont plus du tout interactifs avec leur environnement. Et si quelqu'un rentre, ça ne les intéresse plus du tout. Donc là, je m'étais amusée à faire l'exercice d'utiliser la grimace faciale pour ce cheval, donc en prenant un par un les critères, et j'arrivais à un score de 10 sur 12. Donc ça, c'était pour vous montrer l'application pratique qu'on peut faire des outils d'évaluation de la douleur. Le grand intérêt de tout ça, c'est de suivre le cheval dans le temps. Savoir qu'il a une douleur très intense à un instant T, c'est bien, mais nous, ça doit nous permettre de mettre un traitement et de vérifier qu'il fonctionne après en réévaluant l'animal. Donc qu'est-ce qu'on fait en attendant le vétérinaire ? La première chose, c'est de limiter les déplacements du cheval. C'est pas la peine de le trimballer dans toute l'écurie. Ça, il faut vraiment éviter. Donc, on essaie de le mettre dans un box avec une tiare extrêmement épaisse, ou alors des fois, il y a des tapis un peu spéciaux amortissants. Donc, vraiment que ce soit très amortissant. La cryothérapie, je dirais presque qu'elle est fondamentale.
parce qu'elle est plus efficace en prévention. Donc avant, on disait de mettre les pieds dans de la glace. Maintenant, on sait que c'est plus efficace si on fait un mélange eau glaçon et surtout qu'on rafraîchit les membres, pas que au niveau du pied, mais jusqu'à mi-canon. L'objectif, c'est de ralentir le sang avant qu'il arrive dans le pied. L'intérêt du froid, c'est que ça ralentit la conduction nerveuse, donc c'est un vrai intérêt sur la douleur, et ça ralentit aussi l'activité enzymatique. Donc toutes les étapes un peu inflammatoires qui se produisent dans le pied et qui vont conduire potentiellement à la bascule de phalange, parce que ça fait un système un peu de velcro entre l'os et la paroi. Toute cette dégradation enzymatique, quand le fléchisseur profond vient tirer sur cette phalange, c'est ça qui va conduire à la bascule. Donc quand on met du froid, on ralentit l'activité enzymatique et on ralentit aussi ce phénomène. Pour la gestion de la douleur, alors pareil, les médicaments, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a quelque chose qui permet aussi de gérer la douleur, c'est d'apporter un support de fourchette. Alors il peut être provisoire en attendant le travail un peu maréchal vétérinaire. Le but, c'est aussi de surélever les talons pour éviter justement cette traction du fléchisseur sur la phalange. En surélevant, on limite la descente du pied dans le sabot et en soulageant au niveau de la fourchette, on limite aussi le poids qu'il y a sur la paroi, parce qu'il faut se dire que c'est comme si tout l'ongle est inflammé. Donc il faut limiter un peu le poids sur cette partie. Alors chez l'âne, vraiment, un âne couché et couché longtemps, ça doit vous interpeller. Première chose à faire, c'est d'aller vérifier qu'il n'a pas les pieds trop chauds. Et si c'est le cas, d'appeler le véto vraiment rapidement. Donc sinon, en comportement, il va faire des plus petits pas quand il marche. Ça va être des changements, mais subtils d'appui quand il est en position debout. Ça va être beaucoup moins marqué que le cheval qui peut faire un peu cheval à bascule. Donc voilà, pied chaud, coup frappé, abattement. Ce qui se produit souvent chez l'âne, c'est la photo que vous avez à droite, parce qu'on passe à côté de beaucoup d'épisodes de fourbure, malheureusement, parce qu'on n'est pas très bon à les regarder. Et donc, ils vont avoir ces stries typiques de fourbure chronique. C'est des stries qui ne sont pas parallèles, qui vont s'écarter vers les talons. Et si ça dure depuis très longtemps, ça peut aller jusqu'à une amyotrophie de l'épaule, parce que comme l'animal reporte très souvent son poids sur les postérieurs, tout le muscle de l'épaule va être amyotrophié. On continue avec les urgences ophtalmiques. La douleur ophtalmique, pour la reconnaître, donc il y a des paramètres qui sont vraiment propres au niveau de l'œil. Donc avec l'œil fermé, ce qu'on appelle nous le blépharospasme, une sensibilité à la lumière, donc vraiment un cheval qui va essayer de fuir la lumière parce que c'est assez désagréable pour lui. Une défense à l'approche ou à l'ouverture de l'œil. La pupille serrée, donc c'est la photo que je vous ai mis en haut, c'est un cheval qui avait un ulcère, mais vous voyez qu'on ne voit pas du tout, on voit plus du tout sa pupille. Donc elle est complètement serrée. Ça, c'est un signe de douleur, mais ça fait aussi très mal. Donc ça, il faut s'en occuper. Le larmoiement, ça rentre dans les critères d'évaluation. Ce qu'on appelle le chémosis, c'est la photo en bas, c'est l'œdème des conjonctives. Et donc, au-delà de ça, il y a des signes de douleur ophtalmique qui vont être plus généraux. Donc, un cheval qui va avoir une grimace faciale potentiellement assez importante, un port de tête bas, qui peut aller jusqu'à être prostré, avec vraiment rester dans un coin, la tête au fond d'un coin du box quand ça fait très mal. Il faut s'imaginer un peu comme chez nous quand on a des grosses migraines, ça peut faire un peu le même style de douleur. Donc j'avais promis qu'on parlait des uvéites. L'uvéite, c'est potentiellement extrêmement douloureux. L'uvéite, c'est une inflammation de l'UV, donc l'iris, l'écorce ciliaire et la choroïde. Une des causes courantes d'uvéite, c'est une infection antérieure. Alors quand je dis antérieure, c'est de plusieurs mois à plusieurs années avant le cheval a été infecté avec la leptospirose. Mais en gros, tout ce qui perturbe la barrière hémato-oculaire est potentiellement une cause d'uvéite. Ça peut même être traumatique. On peut aussi avoir le combo uvéite, ulcère cornéen, et là c'est un peu plus compliqué après dans la gestion du traitement. Et c'est une urgence, pourquoi ? Parce que la douleur, elle est majeure et la vision du cheval est potentiellement en jeu. Donc dans les signes pour reconnaître la douleur d'uvéite, il y a vraiment souvent des chevaux qui ont l'œil fermé, qui coulent, un changement de coloration. Alors soit vous allez avoir un œil bleu, soit sur certains chevaux qui ont l'œil, par exemple, l'iris qui est bleu, il peut être complètement décoloré et devenir jaune. Et vous allez avoir aussi vraiment un cheval qui n'a pas du tout envie qu'on s'approche de son œil. Donc voilà. Après, ça, c'est le travail du vétérinaire de faire le diagnostic, mais pour vous le reconnaître, vous pouvez le reconnaître comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait en attendant le veto ? Alors ça vaut un peu pour toutes les urgences ophtalmo. On nettoie l'œil avec du sérum physiologique. Oui, c'est frustrant, on ne met pas n'importe quoi dedans. Si le cheval a une photophobie, donc vraiment essayer de le mettre dans l'obscurité pour que ce soit plus confortable pour lui. Si vous avez un masque, idéalement à coque, vous pouvez le mettre, ce serait super, parce que ça va éviter que le cheval aille se frotter. Alors souvent, dans le cas des ulcères cornéens, des fois ça les gratte, et ils vont aggraver leur cas, ils vont aller se frotter sur des parois ou des choses comme ça. Donc avec un masque, ça peut vraiment limiter les dégâts.
Et donc évitez, s'il vous plaît, ce que j'appelle le syndrome du tiroir, c'est-à-dire que vous avez déjà eu un cheval qui a eu des ulcères ou une uvéite, il vous reste quelque chose et vous dites: «Bon, ça a bien marché la fois d'avant, ça marchera bien celle-ci». Vraiment pas, parce qu'on peut faire des catastrophes, hein. Typiquement, mettre des corticoïdes sur un ulcère cornéen, c'est une catastrophe, donc voilà, on attend vraiment, son vétérinaire, on ne fait pas beaucoup plus que ça. Alors ça, c'était pour faire la transition avec les plaies. Alors ça vous paraît très bête à certains. Si vous voyez ça, le seul truc à ne pas faire, c'est de vouloir, parce que des fois ça tient qu'à un petit fil, on a envie de l'enlever pour soulager le cheval. On ne touche à rien, on ne tire pas, on ne coupe pas, parce que ça, on en a vraiment besoin pour reconstruire, la paroi. Sinon après le cheval ne pourra plus fermer correctement son œil. Alors certains vont se dire: «Mais j'aurais jamais eu l'idée de tirer dessus». Si, ça m'est arrivé, des gens qui coupent. Donc voilà, on ne coupe pas. Les plaies, alors il me reste pas beaucoup de temps, j'ai déjà un peu dépassé, mais voilà, je voulais vous faire passer le message suivant, c'est que c'est pas les plaies les plus impressionnantes qui sont les plus graves et inversement. L'urgence majeure, ça va être les plaies articulaires où on a vraiment un risque d'arthrite septique et si la plaie est récente, c'est une urgence parce qu'on a encore une chance de pouvoir suturer et de faire quelque chose. On sait que la croissance bactérienne, elle est exponentielle, donc là, plus vite c'est pris, plus on a de chances que ça se passe bien. Et ce qui est urgent, c'est les saignements très abondants, où là, parfois, on n'a pas le temps d'attendre le vétérinaire, il faut intervenir. Et donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que si vous avez un saignement très, très important, il faut avoir, l'intuition et l'idée de faire un garrot pour arrêter ce saignement. Ce qu'on appelle l'hémostase primaire, c'est-à-dire le temps que met le tout premier caillot à se former, c'est à peu près 7 minutes, mais sur des gros saignements, parfois, c'est pas assez long. Par contre, si vous faites ça et que vous mettez un garrot, s'il vous plaît, mettez-vous une alarme sur votre téléphone, on laisse pas ça en place plus de 20 minutes, parce qu'après on a des effets néfastes. Pour recoudre une plaie, en gros, ce qu'on appelle en première intention, on a 6 heures. Après ça, on considère que la plaie elle est trop contaminée, on ne veut plus trop la suturer. Donc pour faire gagner du temps au vétérinaire et pour limiter justement cette croissance bactérienne en attendant qu'il arrive, si vous y arrivez, que le cheval se laisse faire, tondre la plaie, nettoyer abondamment, et ça, faut pas lésiner sur les moyens. Donc vraiment, la douche, on peut mettre de la bétadine, solution ou savon, on laisse un peu agir, on rince vraiment abondamment, et ça, on le fait 3 fois de suite. Et quand on a fait ça, on a déjà décontaminé la plaie. Alors bien sûr, une fois qu'on a fait ça, on évite de le remettre au paddock. Alors, ça peut vous faire sourire, mais ça m'est arrivé aussi. On le met dans un endroit propre, idéalement où il n'y a pas de litière un peu qui peut aller se coller sur la plaie. Si le cheval, pareil, se laisse faire, on protège la plaie. Donc ça peut être avec des compresses stériles, on met juste du sérum Phi, et puis après on prend un peu ce qu'on a sous la main. Là, je vous ai mis les étapes un peu du pansement idéal, mais souvent on fait avec ce qu'on peut. La photo du bas, voilà, c'était une grosse plaie d'épaule. C'est plus dur des fois de faire des pansements, donc la petite astuce, des fois avec une couche bébé et qu'on maintient avec un protège-épaule, ça peut protéger. Voilà, donc ça c'était pour vous rappeler les étapes de quoi faire en attendant le vétérinaire. Et voilà, ça c'était juste un cas un peu particulier, un incendie dans une écurie. Là, parfois vous pourrez pas faire grand-chose en attendant le vétérinaire parce qu'il y a la douleur, elle est vraiment extrêmement intense, mais voilà, ça arrive, et donc ça pour nous, c'est une urgence vitale. Petit outil qui peut vous aider, si vous voulez le télécharger, c'est gratuit. Ça a été développé en partenariat avec l'université d'Utrecht et DEKRA, hein, donc un laboratoire. Ça marche pour cheval et l'âne, et en fait, ça vous propose d'observer sur 5 minutes votre animal et de relever les comportements que vous observez, et puis ça vous fournit des petits graphiques. Donc c'est bien pour suivre le cheval. Après, dans un contexte d'hyper-urgence où on est déjà stressé, je suis pas sûre que vous ayez envie de l'utiliser, mais je trouve que pour sensibiliser déjà à bien regarder son cheval et à évaluer la douleur, ça peut vous plaire. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Donc voilà, les points à retenir, c'est connaître le comportement de son cheval ou de son âne quand ça va bien. Ça va vous permettre de détecter le plus vite possible une anomalie. Pas hésiter à s'amuser à apprendre les paramètres de son cheval quand il va bien. Vous aurez un petit état des lieux. Deuxième chose, c'est d'être capable à minima de reconnaître les signes de douleur pour pouvoir nous appeler, nous, vétérinaires, et qu'on vienne le plus rapidement possible. Limiter les effets néfastes, hein, comme on disait, de la douleur sur le long terme, et bien sûr, préserver le bien-être animal, ce qui est fondamental pour nous. Et la troisième chose, c'est ça, toutes les urgences ne sont pas vitales, mais ça nécessite quand même que vous soyez capable de voir qu'il y a un problème. Je suis très partisane du parfois rien faire, c'est mieux que de mal faire, hein. Typiquement, en voulant bien faire, des fois on fait des petites catastrophes, donc n'hésitez pas à appeler le véto pour lui demander est-ce que je peux faire ça, est-ce que c'est bien ou pas. La sécurité avant tout, hein, voilà, le cheval qui jette dans les murs, on n'y va pas. Et essayez, si possible, de relativiser, de rester calme, pour donner des informations claires aux vétérinaires. Et donc, ça c'est un rappel, vous l'aurez dans le PowerPoint, je vous ai remis les grandes catégories de douleurs. Et ça c'est pareil, c'est voilà, informations utiles à fournir aux vétérinaires, en nous donnant ce genre d'informations utiles. Je vous ai mis pour les coliques et je vous l'ai mis pour la fourbure.
nous, on est aussi capable de trier les urgences. Si on a 3 personnes qui nous appellent pour 3 urgences, diamétralement opposées, si vous êtes très précis, c'est plus facile pour nous de savoir, dans quel ordre il faut les traiter.